Merci beaucoup de l'invitation au nom du département. Je vais faire une petite présentation. Je suis toujours nerveux quand je présente. J'ai l'impression que je suis toujours plus nerveux que les conférenciers. Donc, née à Montréal, Lucie Lachapelle a vécu en Abitibi où elle a côtoyé le monde amérindien et est devenue mère de 2 métis cris. Diplômée en communication, profil cinéma de l'Université du Québec à Montréal, elle a été enseignante notamment au Nunavik, consultante en communication, assistante à la réalisation et recherchiste pour des documentaires de l'ONF avant de signer son premier film, La Rencontre, en 1994. Je crois que quelques-uns d'entre vous avaient vu la Rencontre, dans lequel elle aborde la relation entre Québécois et Amérindiens. Depuis, elle écrit et réalise des documentaires diffusés au Québec et à l'étranger, mentionnant entre autres Village Mosaïque en 1996, récipiendaire du prix Gémeaux du multiculturalisme, et Femmes et religieuses en 1999. Elle a agi aussi comme consultante en scénarisation de films, documentaires et de fiction. Donc, son premier roman, Rivière-Méquiscan, publié chez XYZ, éditeur, a été récipiendaire du prix littéraire France-Québec en 2011. Son dernier opus, Histoire nordique, un recueil de nouvelles publié aussi chez XYZ, éditeur, vient de paraître. Donc, la rencontre de l'autre est au cœur de son travail. Donc, je vais laisser la parole à Lucie et ensuite, il y aura une période de questions. Donc, Merci. Bonjour et bonjour à ceux qui sont à l'extérieur. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je suis plus nerveuse que Jimmy, je suis certaine. Je suis pas enseignante et puis je suis pas conférencière de profession, donc c'est assez rare que je me présente devant autant de personnes. Ça me fait très plaisir d'être ici. D'abord, je veux remercier M. Jimmy Thibault et Jean Wilson et toute l'équipe, les professeurs, de m'accueillir ici. Et j'oserais dire surtout vous, les étudiants, les lecteurs. Merci de m'avoir lu et merci d'avoir accepté d'entrer dans cet univers. Alors, c'est très important pour moi de faire la rencontre avec les lecteurs parce que quand on écrit, c'est pas comme faire du cinéma où on sait qu'il y aura une centaine ou des centaines de personnes qui vont regarder le film en même temps. L'écriture, le livre s'adresse à une personne à la fois. Et là, je peux venir parler avec vous. Donc, on est plus qu'un à la fois, mais je vous vois, je vous regarde, je suis là avec vous. Et donc, c'est comme un peu mission accomplie parce que vous êtes là et vous m'avez lu. Alors, en plus qu'en créant un personnage comme Alice, dans le fond, mon intention, c'était d'intéresser des personnes de votre âge et pas seulement des personnes de mon âge. Alors, je suis contente que peut-être que je vais voir avec vous, on va discuter ensemble, que cette histoire-là, mes personnages vous aient rejoint, vous êtes touché, vous ait parlé de quelque chose. Peut-être ça vous a fait réfléchir, peut-être ça vous a ému, je ne sais pas, c'est vous qui allez me le dire, mais puisque vous êtes là, je pense que l'échange entre moi, entre ces personnages et cette histoire-là est fait. Alors, je sais que c'est une histoire dure. Il y a un journaliste qui a écrit que c'est une histoire violente et dure, mais forte et magnifique. Alors, je suis certaine que c'est une histoire dure, difficile, mais je l'ai voulu ainsi. Je vais vous dire pourquoi après. Mais quand même, j'ai voulu que dans ce texte-là, il y ait de l'espoir, il y ait de la lumière, il y ait de la tendresse. Et effectivement, je l'ai écrit avec beaucoup de tendresse pour mes personnages, mais je l'ai écrit aussi avec la colère, parce que c'est moi qui portais cette colère-là. Alors, Alice est en colère et je l'ai partagée avec elle, cette colère-là. Alors donc, j'ai écrit pour des gens plus jeunes que moi, j'ai écrit pour une histoire difficile, dure, je la voulais comme ça, mais avec de la lumière. J'ai voulu vous faire vivre une expérience, un voyage. J'ai vraiment... Tu sais, pour écrire cette histoire-là, ça m'a pris, parce que moi je travaille à temps plein, ça m'a pris 2 étés au complet, plus 6 mois que j'ai tout arrêté, et même les fins de semaine pour écrire, et même un peu plus, mais je trouvais que vous dire que ça avait pris plus de temps, ça avait l'air exagéré, vous n'alliez pas me croire. Mais ça m'a pris beaucoup de temps, et en plus, cette histoire-là est issue d'expériences de ma vie, mais c'est pas autobiographique, on en revient. Alors j'ai voulu travailler cette histoire-là, construire des personnages, non seulement pour vous parler de thématiques, mais pour faire vivre une expérience, pour vous faire marcher dans les pas d'Alice.
un peu pour dire, on part ensemble, on va partir avec Alice. J'espérais qu'on s'identifie un peu à elle. Les plus vieux s'identifient plus à elle aussi. Mais les plus jeunes, je me suis dit, ils vont peut-être s'identifier plus à elle aussi. Peut-être les garçons aussi, ça répète un gars, hein? Mais là, j'ai choisi une fille. Bon. De partir de Montréal et de faire un voyage avec elle, de participer à sa quête. Et peut-être même d'évoluer avec elle dans ses émotions et dans sa conception de la vie. Alors, j'avais beaucoup de buts en écrivant ce livre-là, mais disons que j'ai travaillé fort pour faire vivre une expérience, puis raconter une histoire qui serait prenante. Donc, j'avais beaucoup d'objectifs. Alors, comme je le disais, est-ce que ça va jusqu'à présent? Si jamais, n'importe quand, vous avez des questions, il n'y a pas de problème, hein? OK? Si vous ne me comprenez pas, là, vous pouvez me le dire. Alors, donc, c'est pas... J'en ai reçu des questions qui viennent de quelques-uns d'entre vous. Il y a de la place pour d'autres, mais je vais essayer de répondre à toutes vos questions tout à l'heure. Alors, pourquoi ce livre-là? Alors d'abord, ce n'est pas une autobiographie, ce n'est pas mon histoire. C'est une histoire entièrement fictive. Tout est inventé. Par contre, aucun personnage que vous retrouvez dans ce livre existe vraiment. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que rien dans cette histoire-là, il n'y a rien que je n'ai pas vu, entendu, que je n'ai pas peut-être des fois vécu, mais un petit peu différemment, ou que des gens ne m'ont pas raconté. Donc, c'est très proche de la réalité, mais rien dans ça n'est la réalité. Okay. J'ai une formation en cinéma, Jimmy vous l'a dit. Alors, j'ai fait longtemps des documentaires. Alors, quand on fait des documentaires, on développe une attention au réel. Il faut, si on est documentariste, être très observateur de qu'est-ce qui se passe, de la société. Il faut aimer les gens, il faut aimer la société, il faut se questionner, et puis il faut être attentif au réel. Est-ce que ça va quand je dis ça pour vous autres, être attentif au réel? Et donc, je pense que j'ai fait ce travail-là avec mon livre, je l'ai construit comme ça. Donc, c'est une déformation professionnelle, comme on dit, parce que j'ai fait des documentaires pendant près de 20 ans. Et donc, quand j'ai écrit ce livre-là, donc ce livre-là est très près du réel, mais sans l'être, c'est complètement fictif. Ça m'a donné beaucoup de liberté, parce que la réalité telle qu'elle, on pourrait faire une télé-réalité puis montrer la réalité telle qu'elle. Mais le livre passe par le regard de l'auteur, mon regard, sa sensibilité. Et donc, ça donne de la liberté parce qu'un personnage, comme par exemple la construction des personnages, bien, Alice, par exemple, qui est Alice? C'est pas moi, on n'a pas le même âge, j'ai pas un père métis, j'ai des enfants métis, ma grand-mère s'appelle Paul aussi, mais Alice, c'est un peu ma fille. C'est un peu mes nièces. C'est un peu des jeunes femmes que j'ai rencontrées dans la vie. Et donc, c'est comme ça qu'elle m'est apparue, Alice. Je ne me souviens plus pourquoi je dis ça. Mais donc, c'est très inspiré du réel. Donc, le réel à travers ma sensibilité, mon regard et mes émotions. Ah oui, c'était l'espace de liberté, parce que l'écriture, quand j'ai décidé d'écrire, mais je me suis dit, OK, bon, je veux leur faire une bonne histoire, que ça soit une aventure en même temps, mais que ça leur dise quelque chose, que ça les fasse aimer le monde, que finalement, ça les fasse aimer le monde. Ce monde-là, mon univers, celui avec qui j'ai partagé ma vie pendant des années. Alors, moi, j'ai eu le privilège de côtoyer des gens que peut-être que vous ne connaissez pas, mais peut-être que oui. Alors, j'ai vécu en Abitibi. Mais d'abord, mon histoire, c'est ça, je suis une documentariste. Mais quand j'avais 17 ans, j'ai eu la chance de partir dans le Grand Nord Inuit. Comme ça, un été, je devais travailler pour gagner mes études, comme vous. Et puis, quelqu'un m'a demandé si je voulais aller travailler avec des dentistes dans le Grand Nord Inuit. Grand Nord Inuit, j'ai sorti une carte, j'ai regardé ça. Et donc, à 17 ans, je suis partie dans le Grand Nord. Et ce voyage-là, pour moi, a changé toute ma vie. Parce qu'après ça, je suis restée en lien avec l'univers inuit et amérindien. Et dans un voyage que je faisais en Abitibi, j'ai rencontré, pas Jimmy,
J'ai rencontré celui qui allait être mon conjoint pendant 22 ans, le père de mes enfants. Et j'ai vécu en Abitibi. Et donc, avec lui, qui parlait sa langue maternelle, j'ai eu accès au monde amérindien, mais moi, je n'ai pas vécu sur une réserve. J'ai vécu dans le Moyen-Âge, qu'on appelle le Moyen-Âge, qui est, je vais vous reparler de Mexican, que Mexican existe. C'est pas loin de Mexican. Donc, pendant les années où j'ai vécu en Abitibi, je suis allée faire des voyages dans ce petit village-là assez souvent, d'où l'inspiration. Alors, durant les années que j'ai vécues là-bas, près des Amérindiens, avec les Amérindiens, j'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai connu des gens exceptionnels, des situations inoubliables. J'ai eu beaucoup de bonheur. Mais, comme dans toute chose, il y avait aussi la laideur, il y a eu de la tristesse, il y a eu de la violence, il y a eu de la souffrance. Alors, l'histoire que j'allais écrire n'allait pas être à l'eau de rose, mais je voulais qu'elle fasse part des deux aspects d'une réalité, le beau comme le moins beau. Donc, j'avais envie de parler de ces gens-là et aussi de l'histoire avec un grand H, parce que dans le roman, on parle aussi, il y a des choses historiques qui se passent, comme par exemple quand on a le passage sur les pensionnats amérindiens. Donc, on va en reparler tout à l'heure. Est-ce que ça va? Je reprends une gorgée d'eau. À date, est-ce qu'il y a des questions? Je voyais que vous preniez des notes sur les personnages. On va revenir à ça. Alors donc, je voulais vous faire rencontrer des gens. Je voulais parler de quoi? On y va. J'ai une grande liste. Sortez vos crayons. Je voulais parler de la honte, du racisme, de la déchéance par l'alcool, de la quête d'identité, l'importance des racines pour chacun de nous, l'importance de l'histoire familiale dans la construction de notre identité, l'importance de l'histoire avec un grand H. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais parler de la filiation. Puis je voulais parler aussi de la générosité, du courage, du pardon. Dépasser les frontières des territoires avec les personnages. Dépasser les frontières des corps. Ben oui, Alice, elle couche avec Jimmy. Puis elle se couche auprès de Lucie aussi. Dépasser les frontières des préjugés. Les uns en ont tous sur les autres. Ah bon? Dépasser les frontières du réel pour vous amener sur le territoire du rêve. Parce que les vieux, ils amènent Alice sur le territoire du rêve quand ils l'amènent dans la tente de sudation. Dépasser les frontières entre nous et les autres. Bon. C'est un grand... Quelle heure est-il? Je me trouve drôle parce que je n'ai vraiment pas l'habitude, alors. Est-ce que ça va à date? Vous me le dites, c'est pas correct, hein? OK. Alors, mon grand objectif, c'est contribuer au rapprochement des cultures contre le mépris et l'indifférence. Alors, dans ce cas-ci, c'était les Amérindiens. Ça pourrait être d'autres cultures, ça pourrait être toute différence de n'importe quel ordre. D'ailleurs, je suis allée présenter mon livre en France dans le cadre du prix France-Québec. J'ai fait une tournée dans des régions de France où j'allais rencontrer des lycéens. Malheureusement, ils n'avaient pas tous lu le roman, donc ils ne pouvaient pas savoir de quoi je parlais. Mais c'est arrivé dans quelques classes, ils avaient lu comme vous. Et puis, dans les régions, il y a beaucoup d'immigration d'Afrique du Nord. Et après la présentation, des gars et des filles venaient me voir pour me dire que lui aussi, c'était leur grand-mère, qu'eux, ils étaient Alice. Donc, je pense que
il ne faut pas voir l'histoire comme celle seulement d'une fille qui a des racines invisibles amérindiennes, mais comme toute personne qui est confrontée, qui a en elle ou à l'extérieur une rencontre à faire avec une autre culture ou une différence. Une différence. Alors justement, pourquoi, ailleurs on m'a posé la question, pourquoi Alice a l'air blanche? Bien parce que je voulais qu'elle soit comme, j'allais dire comme vous, on n'est pas toutes blancs ici, mais je voulais que ses racines soient invisibles pour que Alice porte les préjugés, parfois la haine, le mépris des gens envers l'autre culture. Okay? L'ignorance, je dirais. Donc, je l'ai mis blanche, mais elle sait, elle, qu'elle porte autre chose. Donc, elle s'en va à la découverte de ça. Puis, c'est ça. Donc, je voulais qu'elle représente un peu l'ensemble des... Au Québec, il y a beaucoup de métissage. Et ce métissage-là, il est encore très caché. Il y en a qui s'en font un honneur parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir des privilèges ou je ne sais pas quoi. D'autres pour une bonne cause. Mais la majorité ne veut pas reconnaître ça. C'est encore, en 2013, une tare, une honte. Donc, elle, Alice, je voulais qu'elle porte ça, puis en plus, elle, c'est vrai. Puis en plus, elle, son père, il l'a abandonnée. En plus, son père, il boit. Donc, elle apporte en elle tout ce que la société dit d'horrible sur les autres. C'est des alcooliques, c'est des finis, ils sont dans la rue. Donc, elle, pauvre petite, donc, elle part dans la vie avec ça. Fait que je me suis dit, bien, on va lui faire faire un voyage. En même temps, nous autres, on va le faire, puis on va, à la fin, boucler là-bas. OK. Alors là, je vous ai parlé un peu comment j'ai construit le personnage de Alice. Quand j'ai commencé à écrire, au début, Alice n'était pas là. C'était seulement Lucy avec les petits-enfants. Puis tranquillement, ça m'est apparu qu'il fallait qu'il y ait un personnage qui représente la génération actuelle. Sinon, peut-être que je manquais mon coup, j'aurais pas de lecteur. Ça serait passé aujourd'hui. Les gens diraient, ben oui, ils ont tous 80 ans, c'est passé, c'est fini. Je voulais que ce soit actuel, qu'elle représente la modernité. Pour le personnage de Lucy, ben Lucy, comment j'ai travaillé, c'est que j'en avais rencontré pendant la vingtaine d'années que j'ai vécu là-bas. Mais quand j'ai commencé à écrire le livre, quand j'ai fait une démarche consciente d'écriture, j'ai demandé à rencontrer, il y avait 5-6 femmes réunies dans une cuisine, toutes des vieilles femmes. C'est une belle journée. Puis parce qu'elles me connaissaient, de m'avoir vue dans la rue ou comme ça, ben elles m'ont fait confiance. Mais j'ai dit, je suis en train d'écrire un livre sur vous autres. Et là, mon Dieu. Alors donc, Lucy devient un personnage synthèse de plusieurs personnes que j'ai rencontrées. Toutes des vieilles femmes, des vieilles Amérindiennes. Dans ça, il y avait des Atikamekw, des Algonquins et des Cris. Parce que comme à Mekiskin, l'endroit où j'ai vécu, c'est un endroit où il y a plusieurs groupes amérindiens d'origines différentes qui vivent là. Alors donc, on était tous ensemble et c'est les femmes qui m'ont parlé du viol sur le chemin de la Dompe. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme moi je l'ai écrit. J'ai romancé ça un peu, j'ai rendu ça que pour vous, vous allez le lire. Sinon, peut-être que vous ne vouliez pas lire ça, une histoire de viol. C'est horrible. Alors, c'est elles qui m'en ont parlé. Donc, vous voyez là le travail de l'écrivain que j'ai fait. Hein? C'est pas un jour comme ça, il y a une lumière qui descend, puis on écrit vite, vite, puis là, il y a un livre qui apparaît. C'est pas vraiment comme ça. C'est tout le temps dans la vie. Je prends beaucoup de notes, j'en ai pris toute ma vie, sans savoir que j'allais écrire un jour, vraiment, mais j'allais faire des documentaires. Bon. Mais c'est inspiré des gens qu'on rencontre. Puis si on veut en savoir plus, il y en a parmi vous qui voulaient écrire. Puis Georgette Leblanc est là, puis il y a peut-être d'autres écrivains. Peut-être que Georgette a une autre façon pour en parler. Mais
c'est la vie qui nourrit les histoires. Puis après ça, on part de ça, puis c'est toujours comme ça. Alors, c'est les femmes âgées qui m'ont raconté le viol sur le chemin de la Dompe, la noyade. La noyade, à un moment donné dans le livre, là aussi, il y a beaucoup question d'eau dans mon roman. L'eau, hein, l'eau, c'est la vie. Alors, elle est enceinte, elle a de l'eau. Le bébé est dans l'eau. Quand elle pense à son bébé, elle plonge dans un lac sombre, noir, pour aller retrouver le fœtus. Elle doit... Elle va en canot avec la famille quand ils s'en vont sur la plage puis gravir la montagne. Donc, elle va encore plus loin dans le territoire, dans les terres. Elle va encore plus loin. Ça fait partie de son voyage. Elle va dans la tente de sudation qui est encore l'eau, de l'eau qui nous transporte dans le domaine des rêves. Et puis après ça, elle va aller en canot pour faire l'amour avec Jimmy. Alors, l'eau est très importante. Et Lucie, on sait qu'à un moment donné, on entend qu'elle pense que la rivière Mexican, cette rivière-là qui est tant aimée par les gens, bien, elle la déteste aussi parce qu'un printemps, quand ils revenaient de leur territoire, son mari, Johnny, s'est noyé. OK. Alors, ce sont elles les femmes qui m'ont parlé des voyages de migration vers le sud, parce que les Amérindiens ont fait des migrations eux aussi. Alors, ces groupes-là qu'on retrouve à Mexican, il y a un groupe, les Cris, habitaient vraiment vers le nord, vers la baie James. Est-ce que vous êtes familier avec la carte du Québec? Oui? Oui? OK. Alors donc, cette région-là, qui est le Moyen-Nord, c'est qu'il y a eu des grands feux dans la région de l'Abitibi, puis il y a eu des famines. Là, on parle à la fin des années 1800. OK? Et là, les gens sont descendus, donc par les grandes rivières mexicaines, sont descendus vers le sud pour chercher à manger, puis du travail. Ils sont venus s'installer près des campements des bûcherons. Et c'est là que les premiers contacts ont... Les premiers contacts, il y en a eu différents avec des missionnaires, etc., mais des contacts avec les populations des Québécois ou des Canadiens, c'était comme ça. Alors, son groupe, elles aussi, se sont installés, sont descendus. Alors, ce sont eux qui m'ont parlé, les femmes, c'est elles qui m'ont parlé de leur voyage migratoire vers Mexican, vers le village de Mexican. C'est elles aussi qui m'ont parlé du pensionnat, des pensionnats. Est-ce que vous êtes au courant de l'histoire des pensionnats amérindiens? On en a beaucoup parlé durant les derniers mois parce qu'il y a eu la commission de réconciliation pan-canadienne. Est-ce que vous êtes au courant de cette histoire-là? Je vois des têtes qui disent oui, tout le monde est au courant. Vous êtes au courant, c'est comme dans le livre. Hein? À partir du, mettez-mis des notes ici, à partir de 1892, il y a eu un but avoué d'assimilation pan-canadien organisé par le gouvernement d'assimiler tous les peuples autochtones du Canada. Ça a commencé en 1892 qu'on a ouvert un premier pensionnat. C'était obligatoire. Les parents qui n'envoyaient pas leurs enfants pouvaient être emprisonnés. De toute façon, on allait les chercher, les enfants, comme dans le livre. On les amenait dans des grandes écoles. On voulait qu'ils deviennent des fermiers. Et là, dans ces écoles-là, ils ne pouvaient pas parler leur langue. Ils leur coupaient les cheveux. Ils ne pouvaient pas porter leurs vêtements. Ils ne pouvaient pas pratiquer leur religion. Alors, c'était fait à travers le Canada en 1892 et 1970. Alors aujourd'hui, c'était nié pendant longtemps, mais là, il y a eu des excuses officielles de l'Église et du gouvernement canadien pour ça, parce que, dans le fond, ça a contribué à l'acculturation des Amérindiens et aussi à l'augmentation des problèmes d'identité et des problèmes sociaux. C'est une affaire majeure au Canada pour la santé des communautés autochtones. Alors maintenant, on espère que la guérison se fait et que ça va aller mieux. Il y a de la chance. Alors, ce sont les femmes qui m'ont parlé de l'époque des pensionnats. OK? La magie avec le papillon. Moi, je n'avais jamais entendu ça. Puis c'est vraiment une vieille femme. Vous auriez dû la voir. Elle était dans la cuisine. Elle, là, maniaque. Elle avait une grosse jupe avec des collants. Elle était là avec moi, avec son fichu. Elle ne parlait pas beaucoup. Puis j'avais amené une interprète avec moi parce que, je parle anglais, mal, mais je parle anglais. Je parle français, évidemment.
mais elle parle pas. Elle, c'est une algonquine. Et puis, j'ai dit à la fin, est-ce que les chamans, tout ça, vous en avez-vous vu? Et c'est là qu'elle m'a parlé du papillon. Elle m'a pas raconté l'histoire des gars de bois qui avaient violé, mais elle m'a parlé des papillons qui utilisaient le pouvoir des animaux pour ça. Alors, voilà, vous voyez, vous avez tous mes secrets maintenant. Vous savez tout comment j'ai pris mes choses. Et évidemment, moi, j'avais vu beaucoup de choses, j'avais rencontré beaucoup de monde. Samuel, par exemple. Samuel, ça pourrait être 20 petits garçons que j'ai rencontrés. 20, 100 petits garçons qui existent. Des Samuel blessés, là, suicidés ou au bar, là, qui boivent à 11 ans, il y en a en masse. Alors, c'est un personnage. Est-ce que vous l'avez trouvé touchant, Samuel, vous autres? Ou... Oui. Hein? OK. Je lui demandais pourquoi Samuel était beau. Oui, beau, parce qu'on ne le voit pas, mais... c'est un beau personnage, c'est ça. Oui. Il veut sauver sa mère, puis il aime le bébé, puis il aime sa grand-mère. Moi, je l'aime beaucoup, en tout cas. Et Priscille, le chauffeur de taxi. Ça, c'est moins proche de la réalité. C'est plus amusant. Mais des Priscilles, j'en ai rencontré dans des hôtels de toutes sortes de régions de l'Abitibi. des Priscilles avec des cheveux teints, puis qui veillent à l'hôtel et puis qui tombent en amour, puis qui ont un bon cœur. J'en ai rencontré plusieurs, mais qui n'ont pas nécessairement de contact avec des Amérindiens. Ça reste une histoire d'aller prendre une bière à l'hôtel. Mais on voit qu'elle aurait bien aimé ça, mais qu'à l'époque, elle n'a pas, elle, traversé la frontière. Alors, le voyage en train maintenant. OK. Le voyage en train, là, par ça, je finis avec, c'est terminé comment j'ai écrit ça, parce qu'on va passer à d'autres choses. Mais, le voyage en train, là, si ça vous tente de faire une affaire longue puis un peu plate, vacances, vous prenez le train à Montréal, puis vous prenez un billet pour Sainte-Terre. Si vous voulez écrire une histoire, une nouvelle, vous apportez un carnet de notes, vous avez 12 heures. Puis là, il y a des personnages incroyables qui montent sur ce train-là. Je vous le jure, je pense que je l'ai fait 4 fois pour écrire. Je me suis payé le train. C'est long, mais ça va bien parce qu'on peut écrire beaucoup, tu sais, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais c'est très, très long. Puis à un moment donné, le train a eu du retard. Je pense qu'il y a eu 2 heures de retard, donc ça a pris 14 heures pour se rendre à Sainte-Terre. Puis là-dessus, c'est vrai qu'il y a des pêcheurs américains qui montent, là. Il y a des familles. À un moment donné, il y avait une femme, elle était en tailleur. Ça, j'ai pas réussi à la mettre dans mon livre, mais elle m'avait bien gros impressionné. C'est un train là, qui part de Montréal puis qui traverse la forêt. Il passe dans le bois, il n'y a absolument rien pendant 10 heures. Il y a juste des lacs, des forêts coupées, des bouchers. Il n'y a rien, rien, rien. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, il arrête sur demande. Si tu veux débarquer, il ne te pose pas de questions, il te laisse sur le bord de la traque à côté d'un lac puis dans la forêt. Il présume que tu sais où est-ce que tu vas. Puis s'il y a du monde qui sont sur la voie ferrée, qui fly le train, bien, le chauffeur est obligé d'arrêter parce qu'il n'y a pas de gare. Bon. Alors, moi, j'ai pris ce train-là, puis la femme, elle portait un tailleur, un habit, comme pour aller travailler dans un bureau d'avocat, avec des talons hauts. Elle était dans le train, puis à un moment donné, elle débarque, puis j'avoue, comme ça, elle était sur le bord de la traque. Il n'y avait rien. On est parti, puis là, j'ai fait « Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est allée faire là? » J'ai aucune idée. Alors, le soir, j'ai dit, je vais aller demander pour rentrer à côté du chef de train. J'aimerais ça voir la voie ferrée dans la nuit, tu sais. On n'a pas le droit de faire ça, mais j'ai dit, bon, on va demander pareil. Alors, je suis allée cogner, j'ai vraiment fait ça, je suis allée cogner à cabine. Puis là, le chef de gare m'a dit, vous n'avez pas le droit de venir ici. Je dis, oh, juste 5 minutes, écoutez, je suis en train d'écrire ou de faire un documentaire. J'ai dû dire, bluffer un peu pour qu'ils acceptent. Alors, j'ai passé un peu de temps avec eux. Et là, c'est vraiment impressionnant. Je vous le dis, vous pouvez faire ce voyage-là, vous irez, vous direz que vous connaissez quelqu'un qui est allé. Et puis, c'est fantastique d'être en avant du train. Ça fonce dans la nuit, ça rentre dans la forêt. Et là, c'est là que le chef de train m'a dit qu'il arrêtait n'importe où, puis qu'il y avait souvent des gens avec un fanal. Et c'est là que l'écrivaine est allée s'asseoir, puis que j'ai écrit ce chapitre-là.
pas tout le chapitre, mais sur comment est-ce qu'elle rencontre les enfants avec Jeannette. J'ai pensé les faire rencontrer comme ça. Alors là, vous avez pas mal de secrets sur mon travail d'écrivaine, de quoi je me suis inspirée, puis comment est-ce qu'on construit l'histoire. Maintenant, c'est pas tout d'avoir de l'inspiration, il faut le construire, ce roman-là. Hein? Il faut que... C'est comme dans un film, c'est différent de la littérature, c'est les mots. Mais la structure dramatique, ça peut ressembler à un scénario de film. D'ailleurs, je pense que ça ressemble à un scénario de film, mais ça doit être parce que je viens du cinéma. Mais de toute façon, dans des livres, il peut y avoir une structure narrative avec l'évolution. Hein? Le personnage part d'un point X, vous savez, vous suivez des cours, vous écrivez, il doit se transformer. Il y a un élément déclencheur, puis après ça, le personnage a sa vie. Il y a des personnages qui vont lui rendre la vie facile, d'autres qui vont lui donner des obstacles. Le personnage se transforme pour arriver à la fin transformé. Alors, l'objectif, c'était que tous mes personnages se transforment, que tous aient une transformation, que tous vivent des choses et qu'il y a une montée dramatique. Donc, il y a un élément déclencheur qui déclenche son voyage. Elle part, le père meurt, elle part. Et là, elle rencontre Lucie, elle rencontre les enfants. Lucie a elle-même une mission. La mission de Lucie, c'est d'organiser les funérailles et d'organiser le mokshan, le repas. C'est une vieille femme dans une cabane, puis elle va recevoir plein de monde. Ça fait elle commence son affaire. Et donc là, Alice, elle décide de rester. Et là, elle rencontre les gens, elle apprend son histoire, elle se réapproprie ses racines et tranquillement, elle fait, comme il y en a un extrait, on va le lire tout à l'heure, mais elle évaluait qu'il y avait des kilomètres de distance entre elle et la famille de son père. Et puis à la fin du livre, elle dit, maintenant on m'a promu au rang de trappeur. Donc, elle a fait du chemin, elle s'est rapprochée. Et donc, il fallait que je construise cette histoire-là, que je pense à ça. Comment est-ce que les personnages se rencontrent? Comment est-ce qu'ils interagissent ensemble? Comment est-ce que l'histoire d'un rebondit sur l'histoire de l'autre pour arriver à une courbe comme ça? Ils sont tous ensemble. Qu'est-ce qui monte la courbe? C'est évidemment quand le garçon s'enfuit, quand Samuel prend le train. Et puis, après ça, la boucle est bouclée au parc. J'ai une question là-dessus. Pourquoi le parc? On revient là-dessus. Quelle heure? OK. 10 heures. On continue. Des questions? À vous des questions? Oui. Je disais qu'Alice était un garçon. Oui. Ça aurait quand même manqué potentiel narratif intéressant. Il aurait pas été enceinte. Exact. Oui. Jusqu'à quel point ça, c'était important dans la conception quand ça s'est venu? Après, parce que le fait oui. d'être enceinte, il fait après aussi. Oui, aussi, non. C'est que, à un moment donné aussi, dans le processus d'écriture, il y a des choses qui arrivent quand j'ai de la grande lumière. Des fois, on a une intuition, puis là, on dit, moi, si elle était enceinte, pourquoi? Mais dans le fond, c'est que... Mais, pour revenir, ça aurait pu être un garçon, puis pas enceinte, puis c'est pas grave, il aurait fait le chemin. Évidemment, il y aurait eu des aventures différentes, là, plus masculines peut-être, parce que là, il y a un lien qui se crée entre une fille et une grand-mère. Et c'est tricoté comme ça. Elles lavent les cheveux, elles font la cuisine, elles vont au bleuet. Si ça avait été un garçon, peut-être que ça aurait pu être la même chose, pourquoi pas, mais peut-être qu'il y aurait eu des choses différentes. Donc, il faudrait que je pense comment j'aurais construit un personnage masculin à la place d'Alice. Mais évidemment, le fait qu'elle est enceinte, là, pour moi, c'est que ça augmente sa crainte de ses origines. C'est pas seulement au niveau intellectuel qu'elle a peur, qu'elle dit « Ah, moi, est-ce que je suis comme mon père? Est-ce que je porte ça dans mes gènes? Là? Tu sais, c'était ma grand-mère, c'était mon père, c'est les Amérindiens. Moi, j'ai ça, ça paraît pas, mais dans moi, j'ai quelque chose de pourri, comme elle dit. Alors, étant donné qu'elle est enceinte, ça la mettait encore plus... C'est physique. Elle a son enfant. Bon.
là, il y a des filles qui m'avaient dit « Ouais, t'es un peu dur avec elle est enceinte, elle devrait être contente. » Elle aurait pu être contente, là. Quand on est un écrivain, on fait un choix. Es-tu contente ou pas contente? Là, je me suis dit « Non, cette fille-là est trop en colère. Elle est en colère contre son père. Il l'a abandonné, là. Tu sais, il l'a abandonné, il a menti. » Sa mère aussi, elle a menti. Sa mère, elle voulait la protéger. Mais en la protégeant, elle l'a éloignée d'une part d'elle-même importante, là. C'est ses racines du côté de son père. Donc, la mère, elle voulait la protéger. Sa fille, elle l'a enlevée de là, mais elle a oublié que la fille, c'est un être complet, avec des racines des deux côtés. Elle a coupé ça. Donc, Alice est en maudit après sa mère aussi. Puis, après la société de véhiculer de tous ces préjugés-là. C'est juste des alcooliques, c'est des fainéants, ils font rien, puis ils ont des subventions, puis ils prennent tout, c'est tout croche. Alors, elle peut pas être en colère, elle est même en colère contre Dieu. On l'a vu, elle est en colère contre Dieu. Et donc, si elle a un enfant, pour moi, c'était encore plus incarné dans sa chair. Elle ne peut pas s'aimer. Elle ne peut pas aimer un gars, puis elle ne peut pas aimer un bébé. Parce que quand on ne s'aime pas, qu'on se hait, on ne peut pas aimer un enfant. Alors, je voulais lui faire le chemin, qu'elle va commencer à s'aimer, qu'elle va commencer à aimer ses origines, puis peut-être qu'elle va aimer son bébé. On ne le sait pas à la fin. Je me suis fait poser la question, oui, madame, elle garde-tu, elle se fait-tu avorter? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais elle a eu l'ouverture, elle a pris l'enfant à la fin. On voit qu'elle aime Lucie, elle aime Samuel, elle aime Minnie, et donc, elle s'aime. Et donc, je pense qu'elle est prête pour aimer son enfant. Alors, elle est en colère, Alice. Ce qu'elle fait durant son voyage, elle se réconcilie avec ses origines. Elle évolue au cours du voyage. Elle traverse des territoires jusqu'au rêve. On en a parlé. Bon, je vais juste me relire une minute pour arriver au bon endroit. OK. Le fait qu'elle est enceinte, ça ajoute à son regard sur le monde. Elle pense à ses origines encore plus. Ben oui, elle a un enfant. Tu sais, elle ne peut pas juste dire « Ah, de la merde, j'y vais pas ». Elle, là, elle a beau dire qu'elle haït tout le monde puis qu'elle n'aime pas son père puis est en colère, elle a un enfant. Puis dans elle, là, ça travaille. Ça y travaille par en dessous. Ça y travaille dans ses rêves la nuit. Ça la fait réfléchir parce qu'elle porte cet enfant-là. Donc, c'est encore plus intense, je dirais, son questionnement. C'était pour ça, Jean, qu'elle était enceinte. OK. On passe à la vieille. Bien, à moins qu'il y ait des questions tout de suite sur Alice, peut-être que ça pourrait nous amener là. Avez-vous d'autres questions sur Alice? Avant que je passe à la vieille Lucie. Pourquoi est-ce qu'Alice s'est attachée à Samuel? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Alice s'est attachée à Samuel? Pourquoi elle s'est attachée à Samuel? Oui. Oui. Oui, c'est une bonne question. Parce que lui, à Samuel, il l'aime pas. En fin de compte, il a la même parenté que lui. Tu sais, on se dit, coudonc, pourquoi? Mais lui, là, il haït tellement les Blancs, on voit là, tu sais, qu'il leur parle même pas. Hein? Les touristes, ils donnent une pièce, puis il voudrait leur foncer dessus. Mais aussi, il se mutile, hein? Il va boire, puis il se met des tisons, puis il défie la mort en allant marcher sur le pont. Lui, c'est comme la douleur à vif. On peut penser que le père a vécu ça. Donc, c'était pour moi un personnage qui disait que ça s'est transmis de génération en génération. Il y a une Alice qui existe, puis un Samuel qui existe. Puis je vous le dis, Samuel, il n'existe pas ce Samuel-là, mais des enfants comme ça dans les réserves amérindiennes, là, il y en a beaucoup. OK? Donc, c'est triste. Et puis, il l'haït, mais elle évolue, tu sais. Elle a évolué. Au moment donné où elle va le chercher, c'est là qu'elle a... On dirait que son passage y est fait dans l'amour des siens. T'sais. Elle n'aime pas tout le monde. Là, elle aime cette famille-là. Comme elle dit, elle n'aime pas qu'il parle, puis même qu'il ne s'attaque pas à son père même, quand elle est au marché général. Puis, n'oublie pas que sur la montagne, juste avant ça, quand elle est allée dans la tente de sudation, il s'est passé quelque chose aussi, hein? Elle s'est mise à pleurer.
Donc là, elle a été en contact avec ses émotions. Parce que quand elle est en colère, on ne la voit pas pleurer dans le train. « Ah, mon père est mort. Hein? J'ai pas installé ça de même. » Son père vient de mourir. Là, elle aurait pu pleurer pendant au moins 3 jours de voyage. Si vous remarquez, pas de même. La colère l'empêche d'avoir de la peine. Elle n'est pas connectée avec sa peine profonde. Elle est en colère. Et là, tranquillement, oups, les barrières. Tu sais, puis Lucie fait pour beaucoup les enfants aussi. Quand elle va dans la tente de sudation, elle pleure. Donc là, elle ne sera plus sur le niveau de la colère à partir de ce moment-là. Les larmes, la tension est tombée. Là, après ça, elle s'en va, elle se baigne. Donc, elle a une espèce de baptême. Hein, elle retourne dans l'eau, elle retourne dans la terre. Et puis, elle s'en va, il monte la montagne. Et là, elle se rend compte, c'est la première fois que Samuel sourit. Et donc, à partir de ce moment-là, pour moi, il y avait un lien entre les deux. Et c'est pour ça qu'elle va le chercher pour... elle est attachée, là. Elle veut surtout pas, elle dit, c'est une autre raison, mais surtout pas que l'orignal que la vieille femme avait revu dans son rêve quand elle était une petite fille, elle avait tué un orignal qui avait sauvé la vie de toute la famille au campement. Elle dit, l'orignal ne sera pas morte pour rien. Mais là, je vais chercher ça loin, si tu veux, là. Mais c'est tout un ensemble qui fait qu'elle va aller, elle veut sauver Samuel. Dans le fond, elle veut sauver tout ça. Là, elle aime, puis elle dit, wow, moi, je vais faire la différence. Parce que, tu sais, qu'avec son père, là, sa colère, ça vient aussi du fait qu'elle se sentait impuissante. Tu sais, quand quelqu'un est alcoolique, là, puis que c'est rendu loin, là, ce qu'on sent, là, c'est l'impuissance totale. C'est n'importe quelle dépendance, n'importe quoi qui arrive à quelqu'un qu'on aime, une maladie grave, c'est une maladie, on se sent impuissant. On ne peut pas rien faire. Elle aurait aimé ça, là, retourner en arrière, puis l'aider, le laver, le sortir de là. Mais c'était une enfant à l'époque, donc elle se sent impuissante. Donc la colère vient de là aussi. C'est ça. Oui? Pour faire un lien Oui. avec ça, on a posé la question à savoir pourquoi Alice est fille. Oui. Est-ce que Samuel, ce serait pas en fait le reflet inversé d'Alice, le personnage masculin qui est amérindien, qui a la même vision stéréotypée, mais lui sur le blanc. Oui. Les deux se rencontrent. Les deux personnages se ressemblent beaucoup. Bon point, effectivement. Il est plus jeune, c'est sûr que, bon, mais c'est vrai, parce que c'est le même extrême du petit Amérindien qui déteste tout ce qui s'appelle blanc, même Alice, finalement. Tu as raison. On a l'impression que si un ne fait pas le chemin, l'autre ne pourra pas le faire. Oui, alors c'est bien. Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est un bon point. C'est vrai que c'est ça. C'est ça. Ils le font ensemble, puis ils le font pas à l'extrême non plus. Hein. Je ne voulais pas tomber dans mon Dieu, maintenant, on sait, on va s'écrire des lettres. Hein. Chacun reste quand même, on sent qu'ils ont avancé. Ils ont avancé. Puis maintenant, ben, la roue tourne différemment. D'autres questions sur Alice, Samuel? Pourquoi? J'ai juste une question à propos du bébé. Du père? Ah oui. Du bébé d'Alice. Oui, le père biologique du bébé. Oui, c'est vrai qu'il n'y en est pas question. Alors, puis je ne sais pas comment il s'appelle, mais... mais non, mais c'est une bonne question. Ça m'a été posé à quelques reprises. Puis c'est vrai que j'ai pas mis de père parce que pour moi, c'est une fille qui elle a couché avec un gars puis elle est enceinte. Elle n'était pas rendue là dans une relation. Elle n'était pas rendue à avoir une relation avec un gars. Et donc, puis je la voulais libre aussi pour mon histoire, tu sais, dans le fond, cette fille-là devait partir seule, libre d'entrave ou de liens qui ferait que, il faut que j'appelle mon chum le soir, tout ça. Là, j'ouvrais, là, on aurait ouvert un autre aspect d'elle, qui est une fille en relation. Est-ce qu'elle va le garder? Il y aurait eu peut-être le père à consulter. Tandis que là, elle est avec elle-même. C'est un peu extrême, là, mais c'est voulu comme ça. Justement, moi, j'aimerais poser une question en lien avec cette remarque Oui. qui paraît banale. Non, c'est pas banal du tout. Justement, pas symptomatique
du fait que justement dans ce roman, les pères sont absents, la figure paternelle est complètement effacée. D'ailleurs, le père meurt, les hommes c'est des violeurs, ils ont le mauvais rôle. Est-ce que justement ce n'est pas symptomatique de cette absence de la figure paternelle? Parce que quand j'ai lu ce roman, c'est un roman de femme. Oui, c'est vrai. Si on regarde les hommes qui sont là, mais d'abord, il faut comprendre que j'ai voulu que le personnage de Isaac, oui, Isaac a l'air d'un homme si faible, un loser, etc. Mais quand on comprend toute notre vie, de tout le monde, il y a une contextualisation, il y a des circonstances. Là, sans être victime, puis commencer à pleurer sur son sort, il y a quand même des contextes sociologiques, culturels et historiques qui contribuent à rendre les gens d'une certaine façon. On a parlé des pensionnats, c'est une chose forte. On parle du racisme, c'est une chose forte, qui existe. Je fais juste une parenthèse, puis il faut que je revienne à mon point. Désiré, il faut que tu me fasses, parce que là, je commence à faire ça de même. Mais quand j'habitais là-bas, en Abitibi, à Sainte-Terre, puis j'ai pas 400 ans, là, dans les hôtels, quand j'étais avec mon conjoint, qui était un métis, mais lui, c'était pas invisible. Lui, c'est le contraire, c'était invisible qui était blanc. Okay? Donc, il avait l'air très amérindien pour un métis. Quand on allait dans un hôtel, pas tous les hôtels, on comprend dans ce temps-là débit de boissons, des chambres en haut puis un bar en bas avec un restaurant. Donc, dans ce temps-là, on disait qu'on sortait à l'hôtel. Alors, dans certains endroits, ils se faisaient sortir. Il n'y avait pas le droit. Okay? Dans des restaurants, ils se faisaient mettre à la porte. Dans un wagon de train, j'étais enceinte, grosse de même, de mon premier enfant. Puis il s'est fait dire, toi, tu t'en vas dans le wagon des Amérindiens. Puis je vous le dis, j'ai pas 300 ans. Alors, ce racisme, cet ostracisme, ce mépris existe. Et ce mépris qui existait, on espère qu'il n'existe plus, ces choses racistes-là n'existent plus, là, parce que les droits de l'homme, ça a évolué, puis les propriétaires d'hôtels se feraient vraiment avertir. C'est une évolution. Mais dans l'esprit des gens, est-ce que ça a si évolué? On ne sait pas. C'est un autre sujet. Mais ce que je voulais dire par rapport à Isaac, je ne veux pas l'excuser, mais je voulais juste démontrer dans ça. Comme dit Lucie, c'était son meilleur de ses neveux. Elle l'aimait. C'est un homme qui aimait les gens. C'est un homme souriant. Oui, je l'ai mis loser, il boit, il est mort, il a menti. Mais je voulais aussi qu'on comprenne ça, que le contexte social, historique et culturel et la situation de mépris et de racisme dans l'endroit où il a vécu a agi sur lui pour qu'il ça l'a transformé en être qui a l'air d'avoir moins de valeur à nos yeux, mais qui en avait quand même dans lui. Okay? Donc ça, le père, c'est lui. Après ça, il y a Jimmy, qui n'est pas si pire que ça quand même, vous l'avez oublié. Jimmy, là, il est fin, puis je veux dire... Il y a Jimmy, il y a Samuel, c'est le petit gars. Et puis, il y a le blanc. C'est vrai qu'il y a un autre personnage d'homme blanc, mais c'est un gars à l'hôtel qui boit, le Istigouji. C'est le Mistigouji, c'est le blanc. Donc, c'est vrai, vous avez raison. Donc, là, il faut faire une psychanalyse de l'écrivaine après pour voir pourquoi les personnages sont masculins. Mais c'était pas volontaire de dire que je pense que les hommes sont comme ça. C'est pas du tout ça, là. C'est pas ça. C'était dans le cadre de cette histoire-là. Et aussi, il faut penser aussi qu'il y a le vieux Walter, il y a le couple de vieux qu'on rencontre dans le bois. Alors, cet homme-là est quand même un homme, une figure qui est restée authentique et qui n'a pas été défait par cette situation sociologique-là désastreuse qu'il y a eu pendant des années. Il vivait dans le bois et des gens comme Catherine et Walter existent encore. Si vous allez voyager dans ces régions-là, vous prenez le train. Je vous le souhaite, hein? Faites ça, partez tout seul avec un sac à dos et un carnet, c'est extraordinaire. Vous allez voir le monde, là. Et puis là, vous allez rencontrer des gens comme eux. Mais moi, j'en ai rencontré, mais c'était pour moi toujours les Amérindiens les plus inaccessibles. D'abord, ils ne parlent ni français ni anglais. Ils vivent d'une façon encore très en symbiose avec la nature. C'est des très belles personnes. Il y en a encore.
Et ils gardent beaucoup d'enfants. Souvent, ils gardent pour une grande saison les petits enfants pendant que... puis ils sont en plein bois. Alors, c'est ça. Ça va-tu pour les hommes? Oui, OK. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne remarque et il faut que je me questionne. Mais... D'autres questions par rapport... Hein? Si je me permets d'enchaîner. En fait, je n'ai pas eu la même lecture que mon collègue, parce que je pense pas que c'est juste un peu pour moi, d'un roman de femme. Tout simplement parce que je pense que les parallèles en fait, qu'il y a justement à dessiner entre les différents personnages rendent plus complexe la question non pas seulement de l'héritage paternel, mais parental. Parce qu'il faut se rappeler aussi en fait que, donc si on fait le parallèle qui a été fait entre Alice et le jeune garçon, ouais. C'est que qui est absent en fait pour le jeune garçon, c'est la mère. C'est la mère. Tandis qu'Alice, en fait, qu'est-ce qu'elle refuse d'être? C'est mère à sa chose, parce qu'en fait, elle objectifie. Oui, tout à fait, c'est ça, oui. Donc je pense en fait que la problématique est un peu plus complexe qu'une simple, entre guillemets, absence de père, en fait, de figure paternelle, je dirais. Parce que même la mère d'Alice, en fait, elle est absente. Oui, parce que oui. Alice l'en veut. Oui. Oui. Pour toutes sortes de choses. Oui, on pourrait dire que c'est l'absence des parents. Parce que même Lucie le dit, ça se peut pas un enfant comme ça. Même les chiens, les animaux protègent leurs enfants. Puis là, on se retrouve avec toute une gang de monde qui n'ont pas été protégés. Samuel, Minnie puis le bébé le sont pas. C'est une vieille dame en plein bois qui en prend soin. Et puis Alice a été laissée à elle-même aussi d'un certain côté. Séraphine, on lui a pas... elle flotte. Donc, c'est vrai qu'il y a une absence de parents. Wow! Je pense, en fait, justement, cette question de la transmission de l'héritage parental est toujours reliée à la relation qu'on entretient avec sa culture d'origine ou ses cultures. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'à chaque fois, en fait, quand on fait justement conciliation, comme par exemple avec le couple Voltaire et oui. Catherine Bonnevoie, en fait, on sent qu'il y a une certaine, je ne sais pas, sérénité oui. qui les entoure. Oui. Donc presque en fait paradisiaque, parce qu'ils sont dans le bois. Sont à l'écart, c'est ça. Sont à l'écart. C'est à l'écart du monde, d'un sens. Mais on voit que Jimmy est l'héritier de ça aussi. Jimmy est plutôt sain comme personne, mais bon, c'est l'enfant de... C'est le petit-fils, en fait. C'est ça. En tout cas, oui, on peut discuter longtemps de tout ça, mais c'est un fait que... D'ailleurs, elle dit... J'ai un extrait, là, j'aimerais ça le trouver par rapport à ça. Elle parle de sa chose dans le livre. Là, je le trouverai pas facilement. C'est qu'elle est couchée le soir, puis elle a pris le talisman que sa grand-mère lui a donné, et puis elle l'a mis sur son ventre. Puis elle dit qu'elle pense pas que tous les talismans, les gris-gris, les amulettes feront quoi que ce soit pour sauver sa chose, et que c'était aussi bien pas, parce que sinon elle ferait comme sa mère, la sauver mais échouer. Donc autrement dit, elle trouve que même sa mère a échoué avec elle, puisqu'elle est si malheureuse. En tout cas, je voulais le lire parce que c'était très significatif de ça. Oui, peut-être ça ferait du bien même une lecture. Est-ce qu'il y a un volontaire pour lire? Pour venir au micro, lire un extrait, ça va me faire du bien. Je vais me reposer. Ou une. Ben oui, une ou un. Une bonne voix. On a une question? OK. C'est quelle page que vous voulez? Ah! Page 136. 136, oui. Juste un instant, j'ai marqué d'autres choses, là. Et argumentation? Attends un peu.
je pense que je ne devrais pas lire Sur la montagne ou Quand Samuel s'enfuit, page 136. On va aller vers la fin. OK, page 136, ça commence en dernier paragraphe. Alice fait le moins de bruit possible. OK. Et puis, ça va jusqu'à 137, peine à avancer. OK. Ça va nous détendre un peu. Il faut que vous... Ah oui, c'est bon. OK. Alice fait le moins de bruit possible, persuadée que si elle ne perturbe en rien la vie de la forêt, on la laissera tranquille. Elle avance rapidement. Elle transpire et son cœur bat vite. Après que ce qui lui semble un très long moment, compte tenu de la distance qu'elle a à parcourir, elle trouve le rocher, le ruisseau et le sentier sablonneux. Mais là, en pleine forêt, elle ne voit plus rien. Elle a beau écarquiller les yeux, les plisser, les fermer pour les ouvrir encore, il fait noir. Impossible de distinguer quoi que ce soit. La noirceur recouvre les plantes, les rochers, les arbres, les feuillages, les pelages, les queues, les pattes, les crocs et les griffes. Alice pense à tous les prédateurs nocturnes qui sont tapis dans l'obscurité la plus obscure et qui la voient et qui la sentent. Eux qui connaissent les moindres coins de la forêt. Eux qui entendent souffle, poule, ondulation, respiration. Eux qui reniflent à des kilomètres à la ronde une haleine, une sueur. Ils l'ont sûrement vue venir depuis longtemps et ils rient d'elle. Pire, ils salivent déjà. C'est plus effrayant que d'être en plein cauchemar, parce que d'un cauchemar, on se réveille. Elle essaie de se raisonner. Après tout, c'est seulement une forêt, une gentille forêt, une espèce rare en voie d'extinction, d'extermination, de coup à blanc. Pas une ruelle de centre-ville à 3 heures du matin à la sortie d'un bar. Non, il s'agit ici de la nature, de la bonne nature à l'état sauvage, peuplée de bêtes. Pas d'êtres humains, la pire espèce. Mais Alice a peur, très peur. Elle peut à peine avancer. Merci. J'avais sorti hier soir beaucoup d'extraits pour vous faire lire, mais on dirait que j'améliore ma conférence, mais peut-être ça va être la seule que je vais donner. Merci beaucoup pour la lecture. C'était un exemple de lecture d'un extrait de Dans la nature. Il y en a plusieurs. Parce que je tenais aussi à ce que la nature, cette nature-là, là-bas, dans cette région-là, qui est si grandiose, si merveilleuse, si épeurante, encore là, dans votre voyage en train, vous m'en direz des nouvelles, parce que quand vous débarquez dans des petits villages, le village Mexican, il y en a un sur la carte. Bon, d'abord, Mexican, ça veut dire hameçon, mais j'ai pas trouvé de lien dans le roman. C'est que je voulais parler de cette rivière-là. Elle a été francisée. Elle s'appelle la rivière Mégiscan. Mais Mégiscan, je pensais que c'était le nom d'un sergent français, mais c'est pas ça. C'est vient du mot atikamekw, Mexican, puis ça veut dire hameçon, mais elle existe vraiment. Puis je voulais donner un autre nom avec un nom amérindien qui aurait un lien avec le contenu du livre. Mais finalement, je pensais juste à cette rivière-là. Elle existe, puis elle est merveilleuse. C'est une rivière telle que décrite. Il y a un passage dans le livre où est-ce que je la décris. Il y a des nids d'aigles, il y a des rapides, il y a des chutes, il y a des fosses qu'on peut pêcher l'esturgeon. Il y a tout ça. Et c'est vrai que les gens se rassemblaient là. Maintenant, alentour de la rivière Mégiscan, il y a eu des coupes à blanc, puis il y a des groupes de pression, dont Richard Desjardins, fait partie de Forêt boréale, des groupes amérindiens, d'autres groupes de citoyens qui ont fait des pressions pour que les coupes arrêtent, puis sont en train peut-être de faire un territoire protégé. Mais c'est pas certain. Parce que c'est vrai que quand on est sur le haut de la petite montagne, parce que dans cette région-là, c'est pas des grosses montagnes, c'est des buttes, là, des petites montagnes. C'est vrai que quand on regarde au loin, on voit une lisière d'arbres, puis après ça, c'est un désert, puis ça donne un gros coup au cœur.
parce que c'est effrayant. Là. Ils n'ont pas fait une coupe sélective, hein, ils ont fait une coupe de dessouchage, donc ça fait vraiment un grand désert. Donc, qu'est-ce que c'est écrit là? C'est vrai aussi. Puis si vous allez dans cette région-là, c'est magnifique, mais en même temps, on dit c'est magnifique quand on regarde. Puis après ça, si on monte la montagne, on regarde derrière la lisière d'herbe, il n'y a plus rien. Ça fait vraiment mal de se rendre compte de ça. Alors, des villages comme Mexican, il y en a un qui existe, mais Mexican décrit dans le livre n'existe pas. Ça, je ne voulais pas prendre un vrai village parce que ce que j'avais peur, c'est que des gens m'écrivent en me disant « Oui, mais à Mexican, le magasin général, il n'est pas de même, la femme, elle ne s'appelle pas comme ça, puis tout ça. » Il n'y a pas de chauffeur de taxi, il n'y en a plus depuis 1960. Bon, évidemment, là, je fais de la littérature, donc je me permets de partir de la réalité. Des petits villages comme ça, il y en a plusieurs, avec un hôtel, pas le Mousse Hôtel, mais avec des hôtels, puis des gars en camisole qui balayent le plancher, puis qui servent des sandwichs aux tomates, ça, il y en a. Puis surtout, des camions le soir qui vont tout à l'hôtel, puis c'est vrai, c'est comme si on dirait qu'il y a trop d'espace alentour, il y a bien de l'oxygène, il y a bien de la place. Ils se regroupent tout à l'hôtel pour aller boire de la bière. Puis c'est ça. Alors, voilà. Là, il reste une demi-heure. Peut-être que je pourrais m'attarder aux questions qu'il y avait...